Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les livres que j'ai lus au cours des dernières semaines. Petite parenthèse avant de commencer, je sais pas si ça s'entend beaucoup, mais oui, je parle dans le nez. J'ai été malade, je commence tout juste à me remettre, donc j'espère que ce sera pas trop désagréable pour vous. Le premier livre dont je vais vous parler, je ne l'ai pas exactement lu pendant l'été, et si vous avez vu ma dernière vidéo lecture, vous savez de quel livre je veux parler, et il s'agit du livre Ray Bearer de l'autrice nigériane américaine Jordan Ifueko. Ce livre est sorti en France chez Nathan sous le titre Les 12 d'Aritsa, mais comme je l'ai lu en anglais et que je préfère le titre en anglais, même si je pense pas que je le prononce bien, dans cette vidéo je vais continuer d'appeler le livre Ray Bearer. Ray Bearer est le premier tome d'une duologie fantasy jeune adulte. L'histoire prend place à Aritsa, un royaume fictif constitué de plusieurs sous-régions, toutes dirigées par un empereur appelé The Ray Bearer parce qu'il porte le Ray. Donc le Ray, c'est un pouvoir héréditaire qui procure à l'empereur une forme d'immunité contre tout type de mort à l'exception de la vieillesse. Cette immunité toutefois n'est pas totale. Donc quand un empereur naît, il naît avec le Ray, mais il n'est pas immunisé contre tous les types de morts dès sa naissance. Pour pouvoir gagner cette pleine immunité, l'empereur d'Aritsa doit former un conseil de 12 personnes représentant chacune une région de l'empire, et il doit aussi partager son Ray avec ces personnes. Ce partage fait en sorte que tous les membres de son conseil peuvent échanger des pensées et des émotions. Le personnage principal de l'histoire est Tarisai, une jeune fille élevée en totale isolation dans un manoir. On apprend assez vite dans le livre que Tarisai est à moitié héros. Les héros sont des créatures surnaturelles qui ressemblent un peu à des génies et qui doivent réaliser les souhaits de leur maître pour pouvoir se libérer. Tarisai, elle, n'a pas un maître mais une maîtresse, et sa maîtresse n'est tout autre que sa propre mère. Donc la mère de Tarisai fait le souhait que Tarisai réussisse à se rapprocher du fils de l'empereur d'Aritsa afin de devenir un membre de son conseil pour pouvoir ensuite le tuer. Parce qu'en effet, seuls les membres du conseil de l'empereur peuvent réussir à le tuer une fois que celui-ci a gagné sa pleine immunité. Tarisai étant à moitié héros, elle est liée à sa mère par ce souhait et n'a d'autre choix que de le réaliser. C'est comme cela qu'elle se retrouve mêlée à la cour d'Aritsa dans le but de devenir membre du conseil rapproché du fils de l'empereur et de le tuer. Alors dans l'ensemble, j'ai bien aimé Ray Bearer, j'ai beaucoup aimé le world building surtout, j'ai aimé le fonctionnement de l'empire, le fonctionnement du Ray. J'ai en fait pris beaucoup de plaisir à découvrir cet univers. On s'attache très vite à Tarisai, qui est une enfant délaissée par une mère ambitieuse au point d'être cruelle, une mère qui est tellement obsédée par ses objectifs qu'elle en vient même à vouloir détruire sa propre fille. La partie de l'histoire que j'ai le plus aimée, c'est quand Tarisai arrive pour la première fois devant la cour de l'empereur. Comme je l'ai dit, Tarisai a été élevée en isolation dans un manoir, donc lorsqu'elle arrive à la cour de l'empereur, on découvre en fait le monde à travers ses yeux, et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc le début m'a très vite plongée dans l'histoire. Maintenant, du côté des choses que j'ai moins aimées, la principale est le rythme. Je trouve que le livre s'attarde beaucoup sur certains événements qui ne sont pas forcément importants et délaisse d'autres aspects de l'intrigue qui devraient être beaucoup plus mis en avant selon moi. Je pense que plus de temps aurait pu être accordé au personnage de Woo-in, qui est un personnage secondaire qui se révèle super important dans la deuxième partie de l'histoire. Il est présent dans la première partie de l'histoire. Il y a des sous-entendus comme quoi il a une histoire plus importante, mais pendant une très grosse partie du roman, il disparaît complètement, et c'est seulement à la toute fin qu'il revient et qu'il prend une place super importante. Donc je pense que plus de temps aurait pu être passé sur ce personnage-là et sur cette intrigue-là. Aussi, le troisième élément que j'ai moins aimé dans cette histoire, si vous me connaissez, vous n'allez pas être surpris par ça, mais c'est la romance. La romance dans ce roman, j'ai trouvé qu'elle enlevait beaucoup au personnage de Sanjit. Donc le personnage de Sanjit, c'est le love interest un peu de Tarisai. J'aime beaucoup ce personnage au début du livre et quand il est introduit, mais au fur et à mesure que l'histoire avance et au fur et à mesure que sa relation avec Tarisai se concrétise, j'ai trouvé que le personnage devenait de moins en moins intéressant. En conclusion, j'ai beaucoup aimé le world building de ce roman. Quand j'ai terminé ce livre, il y a plusieurs mois, mes notes indiquent que j'étais prête à commander le tome 2. Mais maintenant qu'un peu de temps est passé, en fait, j'hésite
à commander le tome 2. Je me dis, est-ce que j'ai toujours envie de lire le tome 2? Je ne sais pas si les aspects que j'ai aimés dans le livre équilibrent suffisamment les aspects que j'ai moins aimés. Donc, est-ce que vous avez lu ce livre? Et est-ce que vous avez lu le tome 2? Et si vous avez lu le tome 2, est-ce que vous l'avez aimé? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En fonction de vos réponses, je déciderai si je lis le tome 2 ou pas. Passons maintenant à mes lectures estivales. Alors cet été, j'ai lu Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali, une autrice québécoise. Alors ce roman est sorti en 2022 chez La Peuplade. Il m'a été plusieurs fois recommandé et j'avais moi-même très envie de le lire depuis que je l'ai aperçu sur le site des libraires il y a plusieurs mois. Donc j'étais bien contente de pouvoir enfin m'y plonger. Alors ce livre, c'est un livre difficile à classer entre uchronie et fantaisie. Donc l'histoire prend place à Is, une île fictive située quelque part dans l'océan Atlantique. Et pour l'époque, on peut parler d'un 18e siècle revisité. À Is, les habitants sont séparés entre ceux qui vivent au cœur de la cité fortifiée dressée au sommet de l'île et ceux qui vivent en dehors de la cité, qui doivent subir les assauts du vent, des tempêtes et des marées sur les côtes inhospitalières de l'île. Pour gagner une place dans la cité fortifiée et devenir citoyen d'Is, il faut prouver sa valeur et être aussi recommandé par ses concitoyens. Donc les Issois ne naissent pas citoyens. Les enfants qui naissent dans la cité fortifiée d'Is perdent leur statut de citoyen une fois qu'ils atteignent l'âge adulte et doivent ensuite le regagner. Le roman se concentre sur le personnage de Danae Poussin et nous présente sa vie tandis qu'elle grandit sur les plages d'Is, rêvant d'accéder à la cité. On la suit de son enfance à l'âge adulte. On suit ses aventures par le biais des hommes qui croisent son chemin, donc ses amants, amis, professeurs. On la suit alors qu'elle apprend à lire et à écrire, alors qu'elle pille des navires, alors qu'elle apprend la navigation ou apprend à vivre en bonne société. Au fur et à mesure du roman, on en apprend aussi davantage sur Is et sur l'histoire et la culture de cette île grâce à des incises entre les chapitres qui ressemblent un petit peu à des chapitres dans un livre d'histoire. Les marins ne savent pas nager est un roman très atmosphérique qui nous plonge assez rapidement dans l'ambiance dure et salée des côtes d'Issoise. Je dirais que l'aspect le plus intéressant de ce roman, c'est le world building, et ça va pas venir comme une surprise si vous me connaissez. C'est généralement ce qui me motive à choisir un livre, c'est si le world building a l'air intéressant. Donc j'ai aimé découvrir Is, la culture issoise, de découvrir comment le concept de citoyen d'Is a évolué. Le livre décortique de manière très intéressante les inégalités entre les habitants de la cité et les habitants des côtes. J'ai aimé en fait qu'au fur et à mesure que le livre avance, on découvre l'hypocrisie des habitants de la cité. Ce sont des habitants qui sont très fiers, qui n'arrêtent pas de parler d'exploits, de courage, d'accomplissement. Mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a une certaine hypocrisie derrière tout ça. J'ai donc accroché au world building, mais un petit peu moins aux autres aspects du roman. J'ai plus de difficultés à m'intéresser aux personnages et à m'intéresser à l'histoire. Le récit garde une certaine distance vis-à-vis des personnages, donc j'ai eu l'impression que la narration restait très froide. Et moi, j'aime être plongée dans la tête des personnages lorsque je lis un livre. Donc j'ai eu un petit peu de mal avec cet aspect-là du récit. Si vous avez l'intention de lire ce livre, la seule chose que je peux vous recommander, c'est de faire preuve de patience. C'est un roman super intéressant. Comme je l'ai dit, l'univers est intéressant, très riche, mais l'histoire n'est définitivement pas de celle qui se dévore. Et le livre fait plus de 700 pages, donc je pense qu'il faut être patient pour apprécier tout ce que ce livre a à offrir. Cet été, j'ai aussi lu The Surviving Sky de Kritika H. Rao. The Surviving Sky, c'est un roman de science-fantasy inspiré de la philosophie hindoue. J'admets que la raison principale qui m'a poussée à acheter et à lire ce livre, c'est la couverture, qui est absolument magnifique. The Surviving Sky prend place sur une planète inhabitable, régulièrement détruite parce que les humains appellent des Earth Rage, qui sont des tempêtes destructrices et imprévisibles qui détruisent tout ce qui se trouve à la surface de la planète. Pour échapper à ces tempêtes, les humains se sont réfugiés sur des arches flottantes qu'ils appellent des ashrams et qui sont pilotés par les architectes. Les architectes, ce sont les humains capables de manipuler la conscience des plantes par la trajection. Les architectes utilisent ce pouvoir pour faire voler les ashrams, pour piloter les ashrams et aussi modifier l'apparence des ashrams à leur guise. Donc les ashrams sont des îlots de verdure luxuriants
recouverts de fleurs et d'arbres feuillus que les architectes peuvent manipuler à leur guise puisqu'ils sont capables de manipuler la conscience des plantes. Aelia, le personnage principal de l'histoire, est une humaine comme les autres, donc elle n'est pas capable d'utiliser la trajection et de manipuler la conscience des plantes, elle n'est pas une architecte, mais elle est mariée à Iravan, l'un des architectes les plus influents à bord de leur ashram. Au moment où le livre commence, leur mariage est en train de traverser une passe très difficile, car Aelia est une archéologue et elle veut comprendre l'origine des Earth Rage, donc des tempêtes qui détruisent régulièrement la planète, pour trouver un moyen pour que les humains puissent retourner vivre sur la planète, parce qu'elle pense que ce n'est pas une bonne chose que la survie humaine dépendent entièrement des architectes. Iravan, lui, s'oppose complètement à ces recherches qu'il considère inutiles. Il est un architecte et il pense que c'est tout à fait normal que la survie de l'humanité dépendent des architectes. Un jour, Iravan remarque une anomalie lors d'une trajection. Cette anomalie va venir bouleverser tout ce qu'il pense savoir sur le monde et le mettre face à son arrogance d'architecte. The Surviving Sky, comme je l'ai dit, s'est vendu comme un roman de science fantasy, solar punk, inspiré par la philosophie hindoue. Donc l'aspect que j'ai le plus aimé dans ce livre, c'est son originalité. On est dans un univers fantasy que j'avais jamais vu avant, avec des îles flottantes faites de plantes, des gens capables de manipuler les plantes, une planète qui s'auto-détruit régulièrement pour des raisons mystérieuses, des coutumes qui mettent le mariage et la famille en avant, mais d'une manière assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Le système magique de The Surviving Sky est très soft, mais il est décrit avec beaucoup de détails et à plusieurs reprises dans le livre, comme si le livre essaye de nous convaincre que c'est un système magique dur. Un autre point très original de ce roman, c'est les deux personnages principaux, qui sont deux personnages principaux adultes, mariés, sur le point de divorcer. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais jamais encore vu dans un roman de fantasy. Je pense donc que ça doit être très rare. Les nombreuses disputes entre Aelia et Iravan rythment le roman. C'est une dynamique que j'ai trouvée super intéressante, surtout que Aelia et Iravan sont deux personnages imparfaits. Ce sont tous les deux des personnages très égoïstes et Iravan, en plus d'être égoïste, il peut faire preuve d'une arrogance insupportable. Plusieurs fois dans le roman, j'ai eu envie de... mais j'ai aimé détester ce personnage. C'est un personnage qui est insupportable, mais pas au point où on a envie d'arrêter de lire. Du début à la fin du livre, j'étais dans la team « J'espère que ces deux personnages vont divorcer ». Leur relation est la définition de toxique. Aelia n'a pas le pouvoir de la trajection, et elle ne croit pas en la supériorité des architectes parce que elle n'est pas une architecte et elle ne pense pas qu'ils lui sont supérieurs. Iravan, lui, est un architecte et il considère que les architectes sont supérieurs aux non-architectes. Je vous rappelle que Aelia, sa femme, est une non-architecte. Donc avec un tel fossé entre leurs croyances, entre leurs valeurs, entre leur perception du monde, j'avais de la difficulté à croire qu'ils se soient un jour suffisamment aimés pour se marier. Mais apparemment, le livre nous dit qu'à un moment donné, ils pensaient tous les deux de la même manière. C'est juste que Iravan, son opinion a changé au fil du temps. Ce que j'ai aussi du mal à croire en fait, parce que c'est quand même un changement drastique. En fait, je pense que j'aurais besoin de plus de scènes montrant leur passé de couple heureux. Parce que j'avais juste beaucoup de mal à les imaginer heureux ensemble. Bref, tout ça pour dire que leur dynamique est très réaliste parce que je pourrais en parler longtemps. Néanmoins, même si j'ai beaucoup aimé ce couple, et même si j'ai trouvé que cette relation était très originale, arrivé à la moitié du livre, j'étais quand même un peu lassée par leurs disputes, leurs atermoiements, leurs réconciliations, leurs trahisons, enfin tout ce drama de couple m'a un peu lassée arrivé au milieu du livre. Je voulais que l'intrigue avance plus vite et je voulais aussi avoir des réponses aux nombreuses questions soulevées par le livre. On obtient une réponse à la fin, mais ces réponses arrivent d'une manière très alambiquée. Ma tête quand j'ai lu la fin du livre, c'était un peu ça. La dernière partie du livre m'a perdue. Ça doit être les aspects plus philosophiques qui me sont passés complètement par-dessus la tête. Il y a beaucoup de concepts qui apparaissent de nulle part pour venir expliquer certaines choses à la fin de l'histoire et il faut s'accrocher pour comprendre ce qui se passe. Et moi, j'ai fini par décrocher. Donc en définitive, un roman original qui nous emporte dans un autre monde complètement, mais qui m'a malheureusement un peu perdue dans sa deuxième moitié. Passons maintenant au dernier livre que j'ai lu cet été, mais comme d'habitude, c'est le dernier, mais pas des moindres. En fait, c'est même le livre que j'ai le plus aimé cet été et le livre que je vous recommande le plus si vous n'avez pas encore lu. Et ce livre, c'est Le Maître des Djinns de
P. Djeli Clark. Le Maître des Djinns est le troisième ouvrage de la série Ministère égyptien de l'alchimie, des enchantements et des entités surnaturelles de P. Djeli Clark. C'est une série qui comprend aussi une nouvelle et un roman court, mais il est tout à fait possible de lire Le Maître des Djinns sans lire le reste de la série. Moi, je ne connaissais pas la série avant de lire ce livre et j'ai très bien compris ce qui se passait dedans. Alors, le Maître des Djinns prend place au Caire, dans une Égypte du début du XXe siècle, uchronique. Dans cet univers, l'Égypte est devenue une première puissance mondiale après la guerre anglo-égyptienne, car les Britanniques ont été repoussés hors des frontières d'Égypte suite à l'ouverture d'une porte qui a laissé entrer la magie des djinns dans notre monde. L'Égypte a signé plusieurs accords avec les djinns, créant ainsi une société où humains et djinns se côtoient, vivent en collaboration et où la technologie est très avancée grâce au mélange de la magie des djinns et de la science. Donc dans cet univers des plus originales, on fait la rencontre de Fatma. C'est une jeune femme qui travaille au ministère égyptien de l'alchimie, des enchantements et des entités surnaturelles. Dans le cadre de son travail, elle enquête sur tous les crimes impliquant des phénomènes surnaturels. Et un jour, elle est appelée sur le lieu d'un crime un peu hors du commun. Une confrérie de plus de 20 personnes a été assassinée dans des circonstances très étranges et le principal suspect est Al-Jaïz lui-même. Al-Jaïz, ce serait l'homme qui aurait ouvert la porte permettant aux djinns d'entrer en contact avec le monde des humains. Accompagnée de sa nouvelle partenaire Adia et de sa petite amie Siti, Fatma mène l'enquête sur ce meurtrier qu'elle pense être un imposteur. Donc elle pense que ce meurtrier n'est pas Al-Jaïz et qu'il se fait passer pour cette légende. Ce livre nous plonge dans un univers fascinant où la magie s'est introduite dans le monde et où les seuls pays qui ont réussi à l'utiliser sont les pays africains, notamment l'Égypte. Pendant ce temps, l'Europe est en train de s'effondrer. Comme le roman se passe en 1912, l'Europe se trouve aussi aux portes d'un gros conflit armé. Il y a tellement de choses que j'ai aimées dans ce roman. Je vais essayer d'y aller point par point. J'ai adoré découvrir les technologies de cette Égypte uchronique. Grâce à la magie des djinns, les humains ont mis au point toutes sortes d'appareils plus intéressants que les uns que les autres, dont des eunuques chaudières qui sont des sortes d'automates serviteurs. Ils ont aussi mis au point des aéronefs à la Léonard de Vinci, des voitures et des motos de style steampunk. Dans le cadre de ce livre, en fait, je pourrais parler de science fantasy ou de fantasy steampunk. L'univers créé par Djeli Clark s'inspire du folklore égyptien. Il revisite plusieurs légendes et créatures fantastiques du folklore égyptien, ce qui donne un monde très riche qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir en fantasy. J'ai aimé aussi que dans ce livre, l'auteur fasse plusieurs commentaires sur le racisme et la misogynie qui sont toujours présents dans l'univers qu'il a créé. Même s'il y a plein d'autres changements qui ont eu lieu. Comme j'ai dit, c'est un roman uchronique, donc il a joué un petit peu avec l'histoire, mais certaines choses sont toujours là. Il y a plusieurs discussions dans le roman sur le féminisme, parce qu'apparemment dans ce monde-là, plusieurs mouvements féministes en Égypte commencent à prendre beaucoup d'ampleur. Ces scènes et ces conversations s'entremêlent super bien à l'histoire et donnent beaucoup de profondeur à l'univers qui a été créé, et donc c'est un aspect du livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé les personnages et leurs différentes caractéristiques. Donc Fatma, le personnage principal, et son amour pour les costumes bien taillés, très colorés. C'est un détail que j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé sa partenaire, donc Adia, qui est tout le temps en train de parler de ses nombreux cousins. Donc elle a toujours un cousin qui sait faire quelque chose, ou elle connaît toujours un cousin qui va pouvoir les aider à faire quelque chose. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé Siti aussi, la petite amie de Fatma. Elle a un côté sans gêne, un peu excentrique, qui est très drôle. J'aurais peut-être aimé que les personnages soient plus développés, donc qu'elles aient un développement plus poussé dans le livre, mais dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était plaisant de suivre ces personnages. Je dirais que la seule chose que j'ai moins aimé dans ce livre, c'est l'enquête policière. Elle est très classique, c'était très facile de repérer le coupable. Les retournements de situation étaient aussi plutôt prévisibles, mais mis à part ça, j'ai adoré ce roman. J'ai déjà acheté Le Mystère du Tramway Hanté, qui est le livre qui précède celui-ci dans la série, juste parce que je veux passer plus de temps dans cet univers créé par P. Djeli Clark. Je recommande donc fortement Le Maître des Djinns, surtout si vous ne l'avez pas encore lu. P.
C.J. Lee Clark a aussi écrit Les tambours du dieu noir, disponible chez La Talente. Ce livre est dans ma palle depuis un long moment, donc attendez-vous à ce que je vous reparle très vite de cet auteur sur cette chaîne. Sinon, parmi les livres que j'ai lus cet été, mais que je ne vais pas vraiment vous présenter, j'ai lu la moitié de La Cité diaphane d'Anouk Faure. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce livre et le style d'écriture. Le style d'écriture de ce livre est absolument magnifique, mais j'ai moins accroché à l'histoire et j'ai pas vraiment réussi à terminer ce livre, donc c'est pour ça que je ne vous en parle pas. J'ai aussi lu le premier tome de la série Blackwater de Michael McDowell cet été. Bizarrement, j'ai pris presque aucune note dessus, donc c'est pour ça que je peux pas vraiment vous en parler en détail parce que ça fait longtemps aussi. Je me souviens juste que je l'ai lu très vite, que c'est un livre qui se lit vite, et je me souviens que j'ai beaucoup aimé le livre. J'ai beaucoup aimé la progression du livre et le fait que l'histoire devient de plus en plus bizarre au fur et à mesure que ça avance, dans le sens que les situations deviennent de plus en plus improbables et donnent de plus en plus froid dans le dos à mesure que le livre avance, donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas encore si je vais lire la suite de la série, je suis curieuse, j'aimerais connaître la suite, mais je vais d'abord voir si la suite est disponible en bibliothèque. Voilà, on a fait le tour de mes lectures les plus récentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me parler de vos lectures, de vos dernières lectures dans les commentaires. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur littéraire pendant les derniers mois? Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker. En tout cas, merci de l'avoir regardée jusqu'ici et on se retrouve très vite. Portez-vous bien tout le monde. Bye.